Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Le jour de l'enregistrement, il trouve que sa voix est enrouée. Moi, je la trouve très douce et claire, et j'aime la façon qu'il a de rouler les airs, cet accent roumain qui ne l'a jamais quitté. Il s'intéresse à moi, s'étonne que l'on puisse enregistrer une émission avec si peu de matériel. Il est curieux et j'adore ça. Je me sens toute petite face à ce géant, face à ce génie. C'est rare les gens géniaux, c'est surtout rare d'avoir la chance de pouvoir passer un peu de temps avec eux. Vladimir Cosma fait partie de ces gens-là. Vladimir Cosma, c'est mon enfance. La bande-son de ma vie. Ce sont des heures devant des films, des musiques qui marquent plus que le film lui-même parfois. Des musiques qui, dès les premières notes, nous entraînent. Je pense évidemment à La Boum, La Chèvre, L'As des As, Le Grand Blond, La Gloire de mon père, Michel Strogoff et tant d'autres. Je pense aussi aux séries qui rythmaient nos étés, Château Vallon ou Les Cœurs Brûlés. Bref, je vous parle d'un homme né en 1940 à Bucarest, un violoniste, un compositeur de plus de 1000 musiques de films, qui a accepté de répondre à mes questions. Je vous laisse découvrir notre conversation. Vladimir Cosma, bonjour. Bonjour Caroline. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors nous sommes chez vous, à Paris, un peu loin de la cité phocéenne, qui est le fil rouge de ce podcast. Alors j'ai découvert il y a peu votre attachement à cette ville et croyez-moi que j'étais ravie d'avoir enfin un prétexte pour vous rencontrer. Alors, on va commencer par là. Si je vous dis Marseille, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit ? Qu'est-ce qui me vient spontanément à l'esprit ? C'est la mer, c'est l'esprit marseillais, qui n'est pas uniquement une question de situation géographique ou autre chose, mais c'est un esprit des gens, j'ai l'impression que c'est un monde à part, le monde des Marseillais, des gens qui vivent là-bas. Et j'aime beaucoup leur approche des choses. À part dans quel sens ? Genre le village d'irréductibles marseillais, c'est ça ? Je sais pas, ils vivent dans une espèce de... J'ai l'impression encore qu'ils vivent dans un autre monde, dans un monde qui est toujours optimiste en apparence, qui est toujours souriant, qui est très, très, très agréable avec cette espèce d'accent mi-français, mi-italien, qui est marseillais, quoi. Alors, cette ville, vous la découvrez en venant rencontrer Marcel Pagnol avec Yves Robert, qui espérait à ce moment-là obtenir les droits pour La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Oui. Ça prendra finalement un peu plus de temps que prévu. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti alors en débarquant à Marseille ? Écoutez, ce que j'ai ressenti, c'était une espèce de fierté formidable de pouvoir voir Marcel Pagnol et le fait que Marcel Pagnol aimait ma musique, puisque si je suis allé, c'est Yves Robert m'a pris un peu comme partenaire, comme caution, puisque Pagnol avait aimé la musique que j'avais écrite pour Michel Strogoff. C'était une série de télé. Il m'a écrit, il m'a fait un signe qu'il voulait avoir cette musique. Je lui ai envoyé le disque. Donc tout d'un coup, j'allais avec Yves Robert en essayant d'obtenir de lui les droits de faire ces deux films-là. Et donc j'étais fier qu'on fasse appel à moi pour ça. Donc finalement, ça s'est fait un peu plus tard que prévu, mais en tout cas, vous aviez été choisi par Marcel Pagnol. Oui, à ce moment-là. J'ai été choisi par Marcel Pagnol à ce moment-là et par Yves Robert, et Bien c'était sûr. important pour moi. Dans l'immédiat, la réponse a été négative, c'est-à-dire que Pagnol avait dit « Mon cher Yves, tu sais que si on avait pu faire des films de ces deux histoires, je les aurais fait moi-même. Je ne les ai pas faites, donc il n'y a pas d'action, il n'y a pas de quoi faire de films. Ils vont en vacances, ils reviennent de vacances, tout ça, il n'y a rien qui se passe. Donc on ne peut pas faire de films. Et puis voilà, il a fallu attendre sa mort et
qu'Alain Poiret, qui était le directeur de la Gaumont, convainque sa veuve, Madame Pagnol, qui s'est laissée convaincre et elle a donné les droits pour faire ces 2 films-là. Et ces 2 films très, très Ils sont merveilleux, bien sûr. très réussis. Et voilà, c'est resté les films sur Marseille peut-être les plus représentatifs Tout à actuellement. fait, oui. Alors pour vous, c'est le début d'une belle histoire avec cette ville. En 2007, vous composez même un opéra à Marseille, la partition donc de la création de Marius et Fanny. C'est à la demande à ce moment-là de Renée Offan, qui est à l'époque la directrice de l'Opéra de Marseille. Donc c'est avec Roberto Alagna. Vous dites que c'est l'œuvre la plus importante de votre carrière. En quoi l'est-elle ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que je ne trouve pas que c'est la plus importante ni la moins importante. Tout ce que j'ai fait, ça a son importance dans le cadre de ce qui est fait. Quand j'ai fait la musique de la Boum, c'est très important. Pour moi, je ne peux pas dire que c'est plus important ou moins important que Marius et Fanny, mais je ne trouve pas que les choses se jugent en termes d'importance à ce niveau-là. Même si vous faites une musique de 2 minutes, une chanson, elle est très importante. Elle peut être très importante. Peut-être je l'ai dit dans le sens que c'est la plus longue ou l'œuvre la plus importante dans le sens de la durée ou tout ça. Mais il n'y a pas d'autres signes d'importance. Je ne trouve pas qu'un opéra est plus important qu'une petite chanson ou qu'une musique instrumentale. Vous voyez, elle peut faire le tour du monde et elle devient très importante par sa valeur à elle-même, pas par la grandeur de la forme, quoi. En tout cas, c'était un retour à Marseille à ce moment-là, parce que Marseille, finalement, c'est en pointillé. Et c'est aussi la rencontre, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, avec Vincent Berdemander, un musicien spécialiste de la mandoline. Ça, c'est une belle aventure aussi. Il dit de vous que cette rencontre a changé sa vie. Écoute, il est bien gentil, Vincent. Mais c'était pas à cette occasion-là. Non, c'est Marseille, en pointillé. Oui, Marseille. Bon, effectivement, j'ai rencontré Vincent et c'est un musicien que j'apprécie et on vient de faire justement il y a quelques mois un concert dans lequel il a joué une pièce importante pour reprendre votre adjectif. J'ai écrit 24 caprices pour mandoline seul, qu'il a joué en mémoire à Paganini, qu'il a joué à la salle Gaveau. C'était un concert, c'était une primeur pour un mandoliniste de donner tout un concert. Niccolo Paganini, violoniste génois. Oui. On revient un petit peu à Marseille d'ailleurs avec lui. On revient parce qu'il a été à Marseille et il a vécu pas mal de temps. Vous savez, à la fin de sa vie, tout à fait. il était malade et il espérait que l'air de Marseille, la mer, tout ça, on lui avait dit, vous savez comment on dit n'importe quoi, dans le domaine de la médecine, tout d'un coup, c'était à la mode de dire, bon, ben, si tu as des problèmes comme ça, il faut venir à Marseille, ça va te faire du bien. Bon, donc il est venu à Marseille, il est resté plusieurs mois. J'ai été religieusement dans son hôtel, j'ai habité dans l'hôtel où il avait habité. J'ai joué même dans une église où il a joué, c'est écrit sur l'église, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas Notre-Dame de la Garde, c'est une église en bas de la ville. Il y a 2 ans, j'ai eu un concert là-bas et je savais que Mozart, Paganini, tout ça sont venus. Ils ont joué dans cet endroit-là. Et vous, désormais? Oui, moi, si vous mettez à côté, je vous remercie. Mais bien sûr. Vous êtes trop gentil. Mais c'est une ville qui a une grande histoire, ouais, et ça se sent. Quand vous êtes là-bas, moi, je sens le poids de cette ville et de ce qu'elle a représenté à travers les siècles, comme culture, comme commerce, comme situation géographique. Et ça se ressent même maintenant. Et voilà, c'est pas tout simplement une autre ville de France. Ouais, c'est une autre ville, mais c'est tout un pays.
ouais, Elle est à part. Elle est à part, voilà. Vous en parlez très bien en tout cas et peu de gens perçoivent cet aspect-là de cette ville, donc c'est super. On va revenir à vous. Avez-vous reçu un jour un conseil qui vous a marqué particulièrement et que vous pourriez partager avec nous? J'ai reçu un conseil très important d'une vieille dame qui était un grand professeur de violon de Roumanie, où pendant que je donnais un concert, j'avais 7 ans et je jouais en Roumanie, parce que je viens de là-bas. Bien sûr. Et j'ai commencé très tôt et je donnais un concert où je jouais le concerto en la mineur de Bach, l'andante, le deuxième mouvement. Et j'ai été tellement heureux et tellement ému par cette musique que je fermais les yeux en jouant, j'étais transporté. Et voilà, après le concert, la vieille dame est venue. C'était le grand professeur de violon de Bucarest, qui était venu exprès au concert pour m'entendre. Bon, alors elle me dit, jeune homme, c'était pas mal, c'était bien, mais pourquoi vous fermiez les yeux pendant que vous jouez le concerto de Bach? J'ai dit, mademoiselle, je fermais les yeux parce que j'ai été tellement ému, tellement impressionné par cette musique que je fermais les yeux. Et il m'a dit, oui, d'accord, vous étiez ému, impressionné, mais dites-vous que c'est pas vous qui devez être ému, impressionné. Vous devez rendre ému les gens dans la salle, le public qui vous entend. Et pendant que vous jouiez et que vous fermez les yeux, votre main droite n'était pas perpendiculaire avec l'archet, vous jouez, vous regardez pas les doigts, enfin, en quelque sorte, vous jouez un peu n'importe quoi, sous prétexte de l'émotion qui vous... C'est pas à vous d'être ému, et dites-vous que vous n'allez pas donner un concert tous les soirs et que chaque fois vous allez tomber en transe d'émotion. Par contre, le public qui est là va vous écouter et lui doit être tous les soirs ému par ce que vous faites. Donc pour cet effet-là, il faut que vous maîtrisiez bien votre technique, il faut que vous regardiez où vous mettez les doigts, et voilà. Donc c'était pour moi une très grande leçon parce que j'ai compris à ce moment-là que je ne jouais pas pour moi, je ne faisais pas de la musique pour moi-même uniquement, je le faisais pour les autres. Pour les autres qui viennent dans la salle. Donc c'est pas un métier de tout seul, c'est comme avec une femme. Ouais, c'est un métier de partage. On aime, il faut qu'on soit deux pour aimer. En matière musicale, c'est nous, les artistes, et le public qui est en face. Donc j'ai compris que j'étais pas tout seul à faire. Très joli conseil. Alors, vous savez, le podcast, donc, c'est de l'audio, mais c'est pas de la radio avec une régie technique. Là, c'est vrai que j'aimerais, en un claquement de doigts, pouvoir lancer les sons à l'évocation des aventures de Rabbi Jacob, de la Boum, de la Sdeza et tant d'autres. Ce n'est évidemment pas possible, mais je suis absolument certaine que celles et ceux qui nous écoutent ont les musiques en tête, ça y est. Rien qu'à l'évocation des titres, c'est le style Vladimir Cosma. Et pour autant, chaque film a une couleur spécifique, un instrument particulier. Votre empreinte, elle est plus forte que ça. Elle est parfois même plus forte que l'intrigue. C'est merveilleux. Oui. Qu'est-ce que c'est le style Vladimir Cosma, selon vous? Qu'est-ce que c'est le style? Vous savez, je suis pas critique musical et même analyste ou musicologue comme ça, je ne sais pas. Je me suis pas forgé un style sciemment, quoi. Le style, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi-même. Mon style, c'est ma vie, c'est le fait que je suis né en Roumanie, que j'ai vécu là toute ma jeunesse, que j'ai écouté ces musiques populaires roumaines, mon père était chef d'orchestre de l'orchestre national, et donc j'étais imprégné depuis que j'étais petit aussi de la musique de variété, de légère roumaine, et ça m'a influencé aussi. Donc tout ça fait, et que j'ai fait des études classiques et les conservatoires en Roumanie, en France et partout, et tout ça a laissé des traces imperceptibles, mais qui s'additionnent, et à la fin, ça fait que je ne suis pas comme tous les autres
et que quand je fais une musique, elle me ressemble. Elle ressemble à quelque chose qui est ni... On voit que c'est pas de la musique faite par un Français, c'est pas de la musique anglaise, c'est pas de la musique roumaine non plus. C'est quelque chose que je n'arrive pas à définir moi-même, mais qui existe et voilà, vous la connaissez et ça s'impose. Vos compositions sont aujourd'hui encore extrêmement modernes. Vous le disiez vous-même, avoir réentendu Rabbi Jacob aux Invalides et trouver ça encore effectivement moderne. Ça ne datait pas, c'est un film qui a près de 50 ans. Et avec humour, vous avez dit que si elles étaient modernes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'à l'époque, elles ne l'étaient pas tant que ça. Voilà. Vous n'étiez pas dans le vent à l'époque, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, j'ai pas été dans le vent pendant très longtemps parce que d'abord j'étais un compositeur qui faisait de la musique de films un peu mineurs, quoi, de la comédie à la française, des trucs avec De Funès, avec Pierre Richard, avec des acteurs de ce type-là, n'avait pas l'aura qu'avaient des films de Truffaut ou d'Alain Resnais, tout ça, qui étaient des grands films. Moi, c'était pas des grands films, c'était des films populaires, un peu, si vous voulez, les gens ne prenaient pas au sérieux. Ouais, on me demandait même, d'accord, vous faites de la musique, vous avez fait la musique du film de Rabbi Jacob, de films de ça, mais qu'est-ce que vous faites pour vous ? Qu'est-ce que vous faites pour vous ? Ben, j'ai dit, mais c'est ça ce que je fais pour moi. En même temps, je fais pour moi, je fais pour les autres. Mais il dit, oui, non, mais voyez, on considérait le registre dans lequel je travaillais comme étant un registre mineur. Et que, avec un peu de condescendance parce que c'était de la comédie c'est populaire. de la comédie populaire, ça avait du succès, mais on se disait, bon, dans 10 ans, on ne saura même pas ce que c'est. Ouais, c'est les autres qui vont rester et qui vont être les grands classiques, etc. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que en fait mes musiques ont aujourd'hui beaucoup plus de succès qu'elles ont eu même le temps au moment où je les ai faites, où elles ont été imposées. Vous voyez maintenant des musiques comme Le Grand Blond ou le Rabbi Jacob ou La Boum ou La Chèvre, enfin je peux vous citer je ne sais pas combien, sont restées des musiques qui sont intemporelles, qui n'ont plus de connotation de l'époque où elles ont été faites. Associées totalement à nos souvenirs, et c'est ça le plus important en fait. Parce que Vladimir Cosma, vous en avez parlé, mais j'ai évidemment envie d'y revenir. La Boum, film culte pour ma génération, s'il en est. Plusieurs générations d'ados se sont reconnues en vie, que ça continue. Ma fille de 7 ans est déjà fan et fredonne la chanson. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur ce film ? Bah écoutez, d'abord, je peux vous dire que j'ai écrit, je viens ce qui passe par ma tête comme ça, j'ai écrit l'air et le thème, je l'ai écrit dans le Midi. J'ai écrit ça à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est pas loin de Marseille. Et donc, déjà, je flirtais avec, il y a un air... Il y a un air de mer, il y a un air de quelque chose qui me rapproche de Marseille, de votre ville, quoi. Déjà à l'élaboration du thème, quoi. En fait, comment on se projette dans un monde, et ça c'est valable pour tout le reste, qui n'est pas du tout le nôtre. Au moment où vous composez, vous n'êtes pas ado, vous ne sortez pas en boîte. Donc qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se projeter au point que ça colle à ce point au thème et à l'époque? Vous savez, je ne fais pas partie des compositeurs qui écrivent de la musique descriptive et qui écrivent de la musique qui colle à l'image dans le sens qu'on entend, c'est-à-dire une musique qui souligne les effets. Je crois que la musique est un art abstrait qui n'évoque rien de précis, que de la musique et de l'émotion et tout ça. Donc ma musique, qu'elle soit pour la Boum, elle peut avoir été faite à ce moment-là ou à un autre moment, mais ce n'est pas quelque chose de spécifique
au fait d'être... Au début, quand j'ai accepté la musique du film, j'avais très peur justement de ça, du fait que je ne suis pas moi-même Johnny Hallyday ou quelqu'un de ce monde-là, de la variété qui comprend, soi-disant, entre guillemets. Et je viens d'ailleurs et on me demande de faire une musique comme ça. Je me suis posé beaucoup de problèmes à ce moment-là. Comment faire? Est-ce que la musique que je fais moi spontanément peut correspondre à un univers qui n'est pas du tout mon univers habituel? Et la preuve, c'est que oui, on peut, si vous voulez, la musique est universelle, un beau thème a une construction, a une forme qui peut s'adapter à toutes les situations. Après, c'est une question d'orchestration, de mettre en forme une idée musicale. Mais une bonne idée musicale, en fait, j'ai un cahier, vous voyez, où je marque, chaque fois que j'écris quelque chose, je marque 3 notes, même 5 notes. Bon. Et dans ce cahier-là, j'ai des bonnes idées musicales qui me semblent à moi bonnes. Bon, elles sont plus ou moins, mais moi je les trouve suffisamment intéressantes pour les marquer. Bon, et je cherche dans ces cahiers. Parfois, quand je ne trouve pas quelque chose immédiatement pour la commande que j'ai, je cherche dans ce cahier quelque chose qui pourrait éventuellement convenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé les quelques notes de début de ce thème-là. Je me suis dit, voilà, c'est ça qui pourrait convenir. Mais c'est pas par rapport ni à la mode, ni à à un chanteur ou à quelque chose d'existant, quoi. Donc finalement, on a pris un peu d'avance sur la question d'après, qui était revenons-en au Sud et aux sublimes adaptations de Marcel Pagnol. Je voulais savoir si Marseille et le Sud, Aubagne, les collines, etc., avaient été inspirantes, mais finalement, c'est pas comme ça que vous travaillez. C'est pas comme ça et c'est pas autrement non plus. Tout ça, c'est mélangé. Je dis que c'est pas ça, mais c'est pas exactement ça non plus, parce que dans La gloire de mon père, par exemple, j'ai fait toute la rythmique de la habanera de La gloire de mon père, qui était destinée a priori à des instruments de percussion spécifiques, des tambourins, des triangles, des instruments comme ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais au lieu de faire ce que j'ai écrit, cette rythmique avec des instruments de percussion habituels, et si je les faisais avec des cigales, c'est-à-dire que je vais sampler. Sampler, c'est enregistrer. Donc, j'ai été près de la maison de Marcel Pagnol, là-bas, et j'ai enregistré un groupe de cigales. Après une cigale seule, j'ai cherché des endroits où on entendait les cigales, tantôt en plus grand nombre, en plus petit nombre, et tout ça, et je me suis fait un échantillonnage de cigales. Et avec ces éléments-là, donc enregistrés personnellement sur place, que j'ai construit ma base rythmique de ce qui est devenu la habanera de La gloire de mon père. Donc là, l'inspiration, c'était les cigales. Les inspirations, ça venait forcément de Marseille. Mais maintenant, la musique elle-même, c'est un mélange de musique, de thèmes qui viennent de loin, de la Roumanie. Ouais, j'ai fait ça en pensant à des plaines roumaines, avec des modes divers que j'ai adaptés à une couleur qui me semblait plus proche de Marseille, de Aubagne et tout ça. Donc pour vous, tout ça paraît peut-être très évident, mais là, moi, je découvre vraiment. Ouais. Voilà, c'est votre façon de travailler. Aujourd'hui, vous jouez vos compositions sur scène. Ça vous fait quoi, ça, d'ailleurs ? Écoutez, ça me fait un très, très grand plaisir, parce que si vous voulez, j'ai travaillé toute ma vie confiné, comme maintenant, mais ce n'était pas par obligation, c'était parce que c'était comme ça. Je ne donnais pas des concerts jusqu'il y a 20 ans. J'ai été un homme d'écriture devant ma table, à mon bureau, en écrivant du matin au soir des musiques, sans contact avec le public, sans voir les gens. Et puis petit à petit,
on a commencé à me demander de faire des concerts, de venir jouer. Bon, au début, j'ai pas voulu, et puis finalement, je me suis constitué un répertoire et j'ai accepté de donner des concerts. Et ça a été une révélation pour moi, parce que je savais que mes musiques avaient rencontré le public, ils avaient une résonance, mais je ne savais pas à quel point ça a été ça. Donc, quand j'ai donné mon premier concert, qui était à Paris, il y a un quart même qui est venu de Marseille. On m'a dit, il y a un quart qui est venu de gens de Marseille qui sont venus au concert. Donc j'étais très ému de voir tous ces gens qui venaient pour ma musique, sans film, sans images, sans rien, et qui venaient au concert. Et voilà, c'était une récompense extraordinaire. Après, je les ai rencontrés, je parlais avec eux, je voyais les impressions que ma musique leur faisait, et ça m'a touché beaucoup, qui me parlaient tous d'émotions. Il n'y avait aucun qui me parlait de comique ou de musique drôle ou choses comme ça. Il me parlait toujours du côté émotionnel, émouvant de la musique. De la bonne musique de film, c'est de la bonne musique tout court. Voilà. C'est de vous. Alors, on refait un petit saut à Marseille. Quand vous venez, je ne sais pas si vous venez régulièrement, où est-ce que vous vous sentez bien à Marseille ? Je me sens bien déjà à l'hôtel où je vais. C'est Sofitel Vieux-Port. Ouais, je vois très bien. C'est un hôtel qui a une superbe vue sur le Vieux-Port, et donc j'ai l'habitude de venir là-bas. Sinon, je me sens bien dans Marseille. C'est pas très loin du Cercle des Nageurs de Marseille, je crois que vous aimez bien. Oui, j'aime beaucoup là. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je viens, parce que à 5 minutes à pied, je nage. On nage directement au large c'est-à-dire qu'on ne passe pas par la plage. Il y a une espèce de ponton, on marche 100 ou 200 mètres et on entre dans l'eau, et c'est au milieu de la mer, quoi. C'est formidable, il n'y a pas de... Et on voit les bateaux qui s'en vont, qui arrivent parfois. Il paraît que vous n'êtes pas un grand fan du Mucem ? Si, je trouve qu'il est un peu noir, quoi. C'est pas... Pas très lumineux. Oui. Alors, Vladimir Cosma, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image ? Une image. Si c'était une image, disons Notre-Dame de la Garde, voilà. Si Marseille était une chanson ? Si c'était une chanson, sur les marchés de Provence, chansons de Bécaud, que j'aime beaucoup. Si Marseille était un film ? Ah là, c'est La gloire de mon père ou Château de ma mère, vous avez le choix. Évidemment. Est-ce que vous avez une expression marseillaise que vous aimez bien ? Oui, peu cher. Peu cher. Voilà. On aime bien le dire, ça. Voilà. C'est très affectueux, le peu cher. Là, pour le coup, c'est pas du tout condescendant. C'est assez mignon. Merci 1000 fois, Vladimir Cosma, de m'avoir consacré un peu de votre temps. C'était un plaisir immense, un bonheur. Je suis très heureuse et émue de vous avoir eu au micro de Cité Radieuse, car vous représentez à vous seul une grande partie de la bande-son de ma vie. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de me le dire, et à bientôt. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.